Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce plateau spécial qui tire son prétexte de cette énième tentative de coup d'État enregistrée au Burkina Faso. Les populations se sont réveillées apeurées à cause des tirs nourris entendus au quartier ministériel, dans les casernes et dans le quartier qui abrite la résidence présidentielle. Et pour commenter ce temps spécial d'information sur Canal 2 International, nous recevons Yam Timba, philosophe. Bonjour. Bonjour, Madame Naouchi. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, le Burkina Faso est en train de devenir l'épicentre de l'insécurité en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel. On se souvient, il y a seulement 9 mois seulement, qu'un autre coup d'État a porté à la tête du pouvoir Henri Paul. C'est un colonel, un militaire qui a pris le pouvoir. Eh bien, son bilan en 9 mois seulement. C'est vrai, il est gardé en lieu sûr. Son bilan a été lequel pour justifier un autre coup de force au Burkina Faso? Peut-être que si on prend les choses comme ça et qu'on leur donne cette interprétation purement linéaire, on risque de ne pas bien percevoir les raisons pour lesquelles il y a eu un coup d'État. Ouais. Parce que ça risque de devenir arriver au pouvoir, bilan désastreux, et puis être chassé du pouvoir. Non. En réalité, le Burkina n'est pas vraiment l'épicentre de l'insécurité. C'est que l'Afrique tout entière, particulièrement l'Afrique où on parle le français et utilise le franc CFA, est un espace d'insécurité structurelle et chronique. Depuis toujours. Depuis. Et il se trouve qu'il y a une lame de fond que le monde impérialiste tente d'ignorer. Et cette lame de fond voudrait que tous ceux qui, si vous voulez, défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts en ligne avec les attentes, les idéaux, les aspirations des peuples, vraiment les attentes profondes de peuples qui sont en consonance avec nos traditions culturelles et avec notre attachement viscéral et atavique à la liberté, et bien que toutes les personnes et toutes les cartes qui relèvent de cela soient purement et simplement éjectées. Évidemment, dans ce mouvement, il peut y avoir un peu comme le stade organisateur pendant une grossesse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ratés, mais aussi des corrections. Il peut y avoir des ratés et des corrections. Et c'est pour ça qu'on assiste en fait à tous ces coups d'État qui ont lieu non seulement au Burkina Faso, mais également dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Yam Timba, vous parlez justement d'une situation sécuritaire qui serait le propre de toute l'Afrique, ou alors singulièrement l'Afrique francophone. Pourquoi cette récurrence au Burkina Faso, ou alors en Afrique de l'Ouest précisément? À la tête du Mali, on parle d'un militaire qui a pris le pouvoir par la force. En Guinée-Conakry, on a un militaire qui prend le pouvoir par la force. Et en l'espace d'un an, donc nous parlons de 2022, tout à fait, voilà encore 2 militaires qui veulent prendre le pouvoir par la force. Pourquoi au Burkina Faso? Singulièrement, on voudrait comprendre cette particularité de l'Afrique de l'Ouest. 2 choses. La première, c'est une mise au point. Le président actuel du Mali n'a pas pris le pouvoir par la force. C'est une rhétorique française et occidentale. Il est arrivé au pouvoir parce que son prédécesseur n'a pas respecté un texte. Donc ce n'était pas par la force. Maintenant, on qualifie cela comment? Arriver au pouvoir sans passer par le suffrage universel, sans passer par les urnes? Non. Le chef de votre village, est-ce qu'il a été élu? On est en République. Non, attention, pensez que votre village, parce que vous croyez vraiment que le monsieur qu'on appelle chef chez vous, c'est pas une république? Il faut que nous sortions des schémas occidentaux. Les Occidentaux nous laissent croire que le monde doit être compris comme eux. Ils l'ont compris, le monde n'est pas comme ça. Pas du tout. On peut arriver au pouvoir autrement. Maintenant, on peut, tant que ce n'est pas par la force, tant que le sang ne coule pas, tant qu'on ne brise pas ce qui existe en termes d'institutions, eh bien, il y a d'autres moyens que les élections pour arriver au pouvoir. Dans tous les cas, le président actuel du Mali, le colonel Goïta, n'est pas arrivé au pouvoir par la force. Il est arrivé au pouvoir porté par le peuple, parce que son prédécesseur a violé la charte de la transition. Aussi simple que ça. La Constitution prévoit-elle l'arrivée au pouvoir par ce moyen-là? La charte de la transition prévoyait le départ, la mise à l'écart du président dans le cas où il ne respecterait pas la charte. C'est ce qui a été fait. La deuxième chose,
La raison pour laquelle il y a tous ces coups d'État en Afrique de l'Ouest et pour lesquels il y a cette insécurité, eh bien, elles sont simples. Malheureusement, toutes les raisons fondamentales sont liées à la France et liées à l'Occident. La première, c'est d'abord le simple fait que l'Occident se soit retrouvé là par l'esclavage et par la colonisation. Ça, c'est la première raison. C'est parce que ces gens-là, c'est un peuple colonisé qui essaie aujourd'hui de se réapproprier son histoire et donc de rejeter tout ce qui vient de la colonisation et pour pouvoir se redonner sa propre ligne historique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la tentative par la France de créer ce qu'on a appelé dans les années 50 et 60, l'OCRS, l'Organisation de coopération de la... Ils voulaient créer un département qui réunirait le Sahel et le Sahara sur plus de 8,5 millions de kilomètres carrés et ils en feraient un département français. Or, ces peuples-là n'en veulent pas, et jusqu'aujourd'hui. Et la conséquence a été les premières rébellions et les premières attaques de mercenaires et de terroristes dans cette région dans les années 60. La première rébellion dans laquelle on retrouve des mercenaires français au Mali, par exemple, date de 1963. Et ça, il faut le rappeler à nos populations pour comprendre d'où l'on vient, parce que les gens pensent que les colonels burkinabés sont devenus fous. La troisième chose qui est extrêmement grave, c'est le franc CFA. Le franc CFA crée une situation de pauvreté structurelle, une situation de pauvreté tellement grave que les gens ne savent même plus comment organiser leur vie. La conséquence, c'est tout ce chaos-là que nous vivons. Et la quatrième raison, qui est plus proche, c'est le problème libyen. C'est le problème libyen qui fait que les armes ont déferlé dans cette zone, on se retrouvait dans une insécurité incroyable qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes, mais en fait qui sont des mercenaires qui opèrent dans cette région. Et on sait que plusieurs sont armés par certaines puissances comme la France, comme le dit par exemple l'État du Mali. Donc il y a toutes ces raisons-là qui font que, quand on prend tout ce cocktail, eh bien en fait ce qui est en jeu là, ce n'est pas qu'il y a un colonel qui n'a pas de bilan ou n'en a pas, mais c'est qu'il y a des cartes qui sont rebattues pour la reprise de l'initiative historique. Yann Timba, il y a quand même une grande curiosité quand on observe cette autre tentative de coup d'État. On ne parle pas encore de coup d'État, mais d'une tentative de coup d'État. Ce que vous énumérez, le contexte historique, il est quand même ancien. On se souvient que c'est depuis le départ de Blaise Compaoré qui a renversé. C'était le 6e coup d'État, quand on renversait Thomas Sankara en 1987. Il a quand même passé 27 ans au pouvoir, près de 30 ans. Qu'est-ce qui a pu expliquer cette relative stabilité au Burkina Faso avec Blaise Compaoré? La violence, la brutalité. Beaucoup de choses. Le drame que nous avons souvent, c'est de ne pas bien connaître ce qui se passe en Afrique. Nous savons tout ce qui se passe dans les capitales européenne et occidentale, nous ne savons rien de ce qui se passe en Afrique. Blaise Compaoré, c'était la brutalité la plus inouïe. C'était il fallait bien qu'il soit à l'opposé de Sankara, qui avait créé des comités révolutionnaires qui étaient donc inclusifs et permettaient le débat, où les gens dans les villages, les quartiers, discutaient et débattaient des problèmes qu'ils ont. Et c'est leur décision qui était implémentée par l'État. Avec Blaise Compaoré, c'est le centralisme jacobin le plus pur, et donc une brutalité inouïe qui a justement créé ces failles, ces lignes de failles que nous observons aujourd'hui dans la société de Burkina. Il s'y mêle à la fois un certain ressentiment pour cette période-là de Blaise Compaoré, qui a été extrêmement brutale et violente, et également la recherche, comme je vous l'ai dit, chaotique de la bonne ligne pour la reprise de l'initiative historique, pour que les peuples, enfin, retrouvent leur liberté et leur dignité. Donc, lorsqu'on parle de ce qui se passe pour que Blaise Compaoré pour qu'après Blaise Compaoré, on se retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a un affaiblissement de l'homme d'abord et un affaiblissement du régime. Les gens se sont embourgeoisés entre-temps, ce qui avait été interdit par Sankara. Les gens se sont embourgeoisés et ils ont commencé à faire exactement ce que Platon prévoit dans la République quand il parle des dirigeants qui, devenus des bourgeois, défendent plutôt leurs intérêts et non plus les intérêts du peuple. Et ça, c'est typique de la situation des pays où on parle le français, utilise le franc CFA, à cause du fait que la France ne reversant finalement que 15% des revenus d'exportation à ces pays-là, ces 15% servent simplement à entretenir une élite
qui est totalement incompétente et inconsciente dans tous les pays, il n'y a pas d'exception, et qui, s'étant embourgeoisé, défend plus ses propres intérêts que les intérêts des peuples. Voilà pourquoi vous assistez à toute cette violence structurelle. Yamtimba, quand je vous parlais à l'entame de ce programme, je vous ai signifié que le Burkina Faso est en train d'avoir la notoriété d'un État où l'insécurité règne en maître. Pas plus tard que mois de juin dernier, 85 civils ont été tués à bout portant. Au mois d'août, c'est 15 militaires qui tombent. Donc, de façon permanente, il y a des incursions des groupes terroristes, certains appartenant à Al-Qaïda, ainsi de suite. Alors, comment sortir de l'auberge finalement ? Je pense que... Va-t-on aller de succession de coup d'État en coup d'État ? Non, vous venez de faire un lien avec Al-Qaïda. Je crois que c'est un faux débat. C'est des éléments de langage de l'Occident. Ce sont des terroristes qui se revendiquent appartenant à Al-Qaïda. C'est connu. Non, attendez, madame. Il n'y a pas dans ces pays-là des gens liés à Al-Qaïda. Il y a dans ces pays des mercenaires armés pour détruire ces pays. Les Africains doivent savoir à quoi ils ont affaire. Ils doivent pouvoir répondre à ça. C'est quand vous savez à quoi vous avez affaire que vous pouvez élaborer les réponses les plus efficaces. Il n'y a rien de Al-Qaïda au Sahel ou au Sahara. Ça n'existe pas. De terroristes La seule chose qui existe là-bas, c'est un certain nombre de groupes d'intérêts internationaux qui arment un certain nombre de mercenaires pour aller déstabiliser ces pays-là. L'enjeu, c'est quoi? Mais l'enjeu dans le cas du Burkina, du Mali et du Niger, c'est l'enjeu énergétique. Si aujourd'hui, la France perd ses pays, elle perd le franc CFA, elle perd sa position en Afrique de l'Ouest, elle a déjà pratiquement perdu cette position en Afrique centrale. Si elle perd tout ça, comment elle va vivre? Cette Afrique-là, c'est un quart de son PIB. Un quart. Si votre PIB chute de 25%, c'est terminé. On va tout reposer sur la France. Non, on ne repose pas tout sur la France. Voilà, c'est ce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse une précision. Non, on n'a pas notre part de responsabilité dans ce qui arrive. Non, les Juifs n'ont aucune part de responsabilité dans la Shoah. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire les Juifs sont responsables de la Shoah, c'est un scandale. Je serai le premier à vous dire, mais vous êtes fous ou quoi? Les Juifs n'ont pas conçu ça. Les deux situations sont-elles superposables? Oui, bien sûr. C'est des situations de génocide humain, de génocide culturel et civilisationnel qui sont inacceptables. Le monde a pris 6 ans pour régler ça. Je ne comprends pas très bien pourquoi le monde prend des décennies pour régler le problème de l'Afrique. Il se trouve que ceux qui ont réglé ces problèmes hier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont les grands acteurs et les grands complices des acteurs qui aujourd'hui entretiennent ce génocide en Afrique. Il faut comprendre une chose, madame. Personne au monde ne dira les Juifs sont responsables de la Shoah ou complices de la Shoah. C'est pas possible, ils n'ont pas conçu ça. Par contre, en Afrique, des gens s'asseyent, conçoivent le terrorisme, conçoivent le chaos en Afrique, la violence structurelle, l'insécurité structurelle, et on pousse les Africains à dire « Ah, nous avons notre responsabilité ». Nous n'en avons aucune. Il se trouve que ce n'est pas nous qui faisons le franc CFA. Il se trouve que ce n'est pas nous qui fabriquons les armes qui sont utilisées là-bas. Il se trouve que quand les terroristes à la télévision viennent dire qui les paye, ils n'ont jamais dit que c'est un État africain qui les paye. Et il se trouve que il y a la question juridique simple que posent tous les juges, tous les juristes, tous les avocats et tous les magistrats. À qui profite le crime? Vous pensez que foncièrement... J'ai une question à vous poser avant que vous ne développiez. Justement, vous êtes philosophe. Oui. Et un homme en philosophie est doté de raison, absolument, est doté de conscience, est doté de libre arbitre. Quand on voit des mercenaires qui se déploient dans cette partie de l'Afrique, ce ne sont pas des blancs, ce ne sont pas des mercenaires à la peau blanche. Quoi qu'en Afrique, on en a arrêté des blancs. On en a arrêté certains. Mais jusqu'ici, l'immense majorité des personnes qui se déploient avec des armes, ce sont encore les Africains. Eh bien, on a connu pendant l'époque précoloniale, les luttes d'indépendance, des Camerounais, des Africains qui ont dit niet, quel que soit ce qu'on leur proposait. Sokou Sékou Touré, Kwame Nkrumah et bien d'autres, vous êtes dans une tendance panafricaniste, mais il y a des Africains qui ont dit non à ce qu'on leur propose et ont décidé de rester dignes. C'est pourquoi j'interroge la part de responsabilité des frères noirs, des Africains. Sur le plan historique, Madame Naoussi, vous savez, ce débat qui consiste à vouloir trouver de la responsabilité des Africains
alors que les autres ont conçu un système qui les terrorise, qui les tue, qui les exploite. Mais on a utilisé les Africains pour terroriser aussi les Africains. Laissez-moi finir. Que ce soit l'esclavage. Laissez-moi finir. Vous comprenez? Je vous comprends parfaitement, voilà. mais je vous dis, cette attitude, c'est des éléments de langage des impérialistes. C'est les éléments de langage de l'Occident qui faut se donner une bonne conscience. Et ces éléments de langage, on les connaît. On les retrouve dans les universités, dans la diplomatie, dans les grandes organisations internationales. Ces éléments de langage, nous les refusons parce que ces éléments de langage n'ont aucun sens. Vous ne pouvez pas donner du crédit à cela. Il n'y a aucune responsabilité sur le plan structurel et sur le plan fondamental des Africains dans ce qui arrive. Pourquoi ? Ils n'ont pas conçu ce système, ils ne le financent pas, ils n'en sont pas les premiers bénéficiaires. Ce sont de marionnettes qui doivent tout accepter. Non, pas qu'ils doivent tout accepter, ce sont des personnes qui se battent. Et la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez cette résistance africaine forte, Assimi Goïta, il n'est pas blanc, il n'est pas chinois, il n'est pas européen, il n'est pas asiatique, il est malien. Sankara dont vous parliez, il n'est pas mongol, il est Oumyobé, par exemple. Ou indien. Voilà, le Oumyobé qui a été arrêté, à qui on est allé proposer un deal en France, parce qu'on raconte aux gens qu'il est mort le 13 septembre, c'est faux. On l'a arrêté, on l'a amené devant De Gaulle, ils ont négocié, il a dit qu'il n'accepte pas. Il n'y a pas de raison que lui devienne Premier ministre du Cameroun et que ses autres frères ne gagnent rien du tout. On l'a remis dans un avion, on est venu la battre en forêt. Donc il faut laisser les fables qu'on nous raconte. Mais au nom de la dignité, il a dit non. Il a pu refuser. D'autres peuvent madame, aussi dire non sans accepter les propositions des Occidentaux. C'est parfois trop facile de tout rejeter sur les Occidentaux. Madame Naoussi. Oui, William Timba, allez-y. Je vous rappelle une petite chose encore. Personne dans le monde n'ose dire les Juifs ont été complices ou machin, et avec raison, parce que c'est celui qui conçoit un système qui en est responsable, pas les types qui se retrouvent instrumentalisés à l'intérieur du système. Les gens tous ces Africains qui se retrouvent là-dedans sont des instruments. C'est des gens qu'on a instrumentalisés parfois en les compromettant sexuellement, parfois en les compromettant financièrement, parfois en les mettant dans des situations tellement difficiles qu'ils sont obligés de se mettre là. Voilà la raison pour laquelle je dis... Où mettez-vous le libre arbitre? Je vais vous dire une chose. Le libre arbitre existe toujours, mais à ce moment-là, croyez-moi, on peut rester pauvre et les digne philosophes disent, parce que vous n'avez pas de philosophie, la raison, elle est universelle, mais l'important, c'est de savoir l'utiliser. Il se trouve que vous aurez toujours un certain nombre de gens, et je fais appel ici à la science de la gestion des ressources humaines. Oui. Vous aurez tous des gens qui ont un mental d'entrepreneur, vous avez des gens qui ont un mental de haut commis ou de grands employés, de grands hauts managers, et vous avez d'autres personnes qui ont etc. Vous avez différents types de personnalités. Et ces gens-là, le fait qu'on parle de Oumyobé indique clairement qu'il y a des différences de personnalité. Et ils ciblent donc les faibles personnalités pour pouvoir les exploiter et les instrumentaliser, j'insiste sur le terme instrumentaliser de cette façon-là. Les Africains n'ont pas participé à la mise en place de ce système, à la conception de ce système, ils ne sont responsables de rien. Il faut que nous cessions de faire de nos frères les complices de quelque chose qu'ils n'ont jamais organisé eux-mêmes dans leur propre pays, avant que les Européens n'arrivent ici. L'esclavage, la traite négrière, parce que l'esclavage c'est autre chose, la traite négrière, nous ne l'avons pas conçue. Ce n'est pas nous. C'est les Montesquieu et les Voltaire, comme s'ils étaient les vendeurs d'esclaves, ce n'est pas nous. C'est le palais de l'Élysée qui a été construit par l'argent de la traite négrière, ce n'est pas nous. Il faut donc que nous sachions qui est responsable, qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas du tout responsables de ces choses-là. Ok, nous allons progresser. Je conclue, je termine. Oui. Il faut dire il faut qu'aujourd'hui, les hommes qui ont réussi à échapper à l'emprise de ce système-là puissent prendre le pouvoir partout dans nos pays pour que nous puissions réorganiser les choses. William Timba, avant de progresser dans ce programme spécial, vous avez parlé de la traite négrière et vous estimez, par exemple, que les chefs traditionnels qui vendaient leurs sujets, qui vendaient leurs enfants... Ils n'ont vendu personne. Ils n'ont vendu personne. Personne. Je vais vous dire comment ça se passait. Juste 2 secondes. Ce n'était pas sans leur participation. Non. On ne leur offrait pas du miroir. Mais pour faire bonne mesure, oui. quand ceux qui faisaient la traite négrière arrivaient, mais ils prenaient tout le monde. D'ailleurs, pour chaque individu qu'ils ont pris, il y en a 10 au moins qui sont morts. Donc quand ils disent que
il y a eu 20 à 30 millions de personnes qu'ils ont transportées. Ils ont massacré 300 millions d'Africains. Quand ils n'avaient pas assez d'esclaves et qu'il restait de la place dans le bateau, pour faire bonne mesure, ils prenaient le chef et toute sa famille. Comment un type comme ça, on peut l'accuser? Vous avez parlé des personnes qui sont faibles, des personnes manipulables à souhait. Nous allons progresser pour rester dans ce sujet, la tentative de coup d'État qu'on a enregistrée au Burkina Faso. Oui. Si celui de ce matin réussissait, on aurait enregistré le 9e du genre depuis 1966 quand même. Quelle est la particularité du Burkina Faso dans le Sahel? On voudrait quand même comprendre. Aucune. Il y a simplement qu'au Burkina Faso, il y a une recherche confuse de l'initiative historique. Simplement. Ce que je dis là est extrêmement grave. Hein. C'est très fort. Vous avez l'arrivée des gens qui organisent la traite négrière, les hordes arabo-musulmanes qui viennent déstabiliser les États qui existaient à l'époque, et la colonisation qui vient tout détruire. La fin du monde connu. Les gens se retrouvent dans un monde qu'ils ne maîtrisent plus, qui n'était plus le leur. Il se trouve que ils recherchent confusément l'ADN de leur civilisation. Et cette recherche de l'ADN de leur civilisation est à l'origine de tout ce chaos-là. Et les autres qui ont provoqué tout cela sont bien au courant de cette recherche et actionnent tous les leviers qu'il est possible d'actionner pour maintenir un certain chaos. Est-ce que le Cameroun est différent du Burkina Faso? Le Cameroun? Oui, par exemple. Le Cameroun vit simplement ce que le Burkina Faso a vécu sous Blaise Compaoré. Il n'y a rien d'extraordinaire au Cameroun. Il se trouve que le Cameroun n'a pas... Vous parlez d'un héritage historique qui a été celui des peuples africains. Le Cameroun n'a aucune différence. Et vous allez voir... Mais on n'a pas de coup d'État autant. Il y en a eu quand même en 84. Tentative. Et il y en a eu en 2008. Ça n'a peut-être pas réussi, mais il y en a eu. Et il y en a beaucoup plus que vous n'imaginez si l'on tient compte de tout ce que les gens font pour essayer de déstabiliser cet État, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais ils n'y parviennent pas. Il y a des raisons pour lesquelles ils n'y parviennent pas, mais la question n'est pas là. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les Camerounais ont retrouvé leur initiative historique? Est-ce que nous vivons selon nos valeurs? Est-ce que nous vivons selon nos traditions? Est-ce que nous vivons selon les attentes de notre peuple? Est-ce que nous vivons selon les aspirations profondes du peuple camerounais? Et là, voilà les bonnes questions. Mais en fait, nous ne sommes pas là pour dire que si nous essayons de jeter l'anathème sur nos frères, je peux vous l'assurer, madame, les Occidentaux vont encore plus terroriser, piller notre continent. Peut-être l'opportunité de dire à nos frères, soyons plus résistants, ne nous laissons pas corrompre, ne nous laissons pas aussi manipuler par ceux qu'on accuse à longueur de temps, sans disculper qui que ce soit. Ça c'est vrai. Il y a un discours, et ce discours est tenu par ceux qu'on appelle aujourd'hui les panafricanistes, et qui disent, nous devons nous ressaisir. Il est temps de ne plus nous laisser. Nous devons devenir imperméables à toute manipulation, à toute corruption. Nous devons redevenir des gens sérieux. Pourquoi, madame? Il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, il ne s'agit pas seulement de restaurer la dignité, la liberté et la souveraineté des Africains, il s'agit de restaurer la dignité du monde entier. Parce que les peuples européens sont victimes de ce capitalisme de leurs propres concitoyens. Et Oumniobé disait, vous délivrez l'Afrique, vous délivrez les peuples européens. Si vous délivrez les peuples africains du colonialisme, qui n'est que la phase internationale du capitalisme, vous délivrez les peuples européens eux-mêmes qui sont victimes de ce capitalisme-là. Et vous savez ce qui se passe là-bas en ce moment. Donc, il est temps, non pas de commencer à jeter l'anathème sur nos frères ou à les critiquer ou à faire quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ou avec ce qu'ils font, mais nous comprenons que ce qu'ils font est, si vous voulez, l'écume au-dessus des vagues et que c'est aux vagues qu'il faut s'attaquer parce que c'est là où se trouve l'énergie, pas sur l'écume. Et donc, si vous faites ça, vous aidez en même temps ces peuples. Donc, il ne s'agit pas que de nous. C'est pour cette raison que le travail de sensibilisation, de conscientisation, d'explication et si vous voulez, de soutien moral qu'il y a à faire pour sortir nos frères de leur dépendance émotionnelle et psychologique de l'Occident est extrêmement important. Je viens de publier un ouvrage dans lequel les gens trouveront un certain nombre de propositions qui s'appelle Porbo Kibong. Et là-dedans, vous voyez comment nous sommes parfaitement lucides sur à la fois la partie structurelle et fondamentale de la crise que nous vivons, qui est organisée, structurée, gérée, entretenue par l'Europe et l'Occident, mais également, si vous voulez, de la partie des exigences tactiques qui vont permettre de ramener progressivement tous nos frères vers une attitude de gens libres qui doivent se battre pour sortir de l'ornière. Yam Tinba, avec cette énième tentative de coup d'État, le Burkina Faso
garde-t-il sa réputation de pays des hommes intègres? Le Burkina Faso n'aurait pas pu être intègre s'il n'y avait pas cette recherche confuse de son initiative historique. Il se trouve, et je vous le dis encore, c'est encore confus. Parce que le monde connu des Burkinabés n'existe plus depuis le début depuis la fin du 19e siècle. Et il a été déstabilisé et déstructuré progressivement pendant les 4 et 5 siècles qui ont précédé le 19e siècle. Et il a été écrasé pendant tout le 20e siècle et le début du 21e siècle. Maintenant, les Burkinabés, depuis la deuxième moitié du 20e siècle, essayent de se retrouver parce que ce système occidental européen dans lequel on se trouve ne convient pas aux Africains, pas du tout. La démocratie n'est pas un modèle propre aux pays africains, singulièrement pour non, le Burkina Faso. Encore une fois, c'est des faux débats. Si on pose la question telle que vous la posez, madame, et je comprends que vous me posez la question de cette façon-là, parce qu'en réalité, c'est dans l'air du temps de poser ce genre de questions, mais au fond, c'est pas comme ça que nos États étaient organisés. La question intéressante serait de dire comment nos États qui ont été stables pendant des millénaires ont-ils été organisés? Vous pensez qu'ils faisaient la démocratie occidentale là? Ce que la plupart des Africains ne savent pas. Étaient-ils des États? On parlait de villages, on parlait de communautés. Bien sûr que si je veux démontrer que vous les Africains ne valez rien, est-ce que je vais dire que vous aviez des royaumes? Je vais simplement m'appuyer sur la théorie de Henry Morgan, qui a été publiée dans les années 1890, qui disait, qui stratifiait, qui classait les hommes en 3 catégories. Tout en bas, il y a les sauvages. La seule organisation possible qu'ils ont, c'est celle de meute, un peu comme des loups. Les loups, c'est les animaux sauvages. Et au-dessus, il y a les barbares. Et les barbares, à la limite, ils peuvent avoir comme organisation sociale les hordes. C'est tout. Et au-dessus, il y a donc les civilisés, qui sont les Européens, et qui sont les seuls capables de structurer des États. Voilà pourquoi ils font écrire à ceux qui font le premier hymne national du Cameroun, Foula, si vous vous souvenez, il y avait un couplet, nous sortions de la barbarie. C'est-à-dire qu'à peine, comme ils étaient à l'époque ce qu'on appelait les évolués, on dit ils sont quand même déjà au niveau de la barbarie. Donc en réalité, si je suis quelqu'un qui vient vous piller, qui vient vous coloniser, mais je veux dire que vous n'êtes rien, vous êtes simplement des sauvages. Oh, et vos chefs, et je vais dire vos rois, vous n'avez pas de rois, vous avez des villages. Sauf que ce n'est pas vrai. La structure, la construction la plus longue et la plus grande que le monde ait jamais connue, vous savez où elle se trouvait? Dans ce qu'on appelle le royaume du Bénin, au Nigeria. Mais est-ce qu'on en parle? Personne ne peut en parler. On va le mettre sous le compte soit du passif, soit de l'actif de la colonisation. Mais en 2022, ou du moins depuis 1960, la majorité des pays africains, justement, a opté pour la République. Et une République a un régime politique. Les pays vont le choisir selon la volonté manifeste des peuples. Et Yamtimba, vous êtes philosophe, j'aime bien convoquer cette casquette. Platon, qui est l'un des fondateurs de cette discipline. C'est pas vrai, mais allez-y quand même. Il est l'un des fondateurs, il est cité à plusieurs... Continuez quand même. Je sais qu'il est le disciple... le nom m'échappe tout de suite. Non, allez-y, de Socrate. De Socrate, merci. Il disait par exemple que la démocratie, c'est un état, je ne vais pas le paraphraser, mais je vais quand même transmettre sa pensée. La démocratie, c'est l'état des idiots, ce sont des moutons de Panurge. Exactement, c'est ce qu'il dit. C'est pas forcément la majorité qui a raison. Tout à fait. Si nous transposons cette pensée de Platon au Burkina Faso, au Mali, au Niger, où on observe cette recrudescence de coups d'État, va-t-on penser que dans le subconscient de l'armée, on peut y voir, il faudrait que nous prenions les choses par la force, parce que si on compte sur la majorité qui est très souvent convoquée lors de l'expression du suffrage universel, alors là, on ne sortira pas de l'auberge. Pensez-vous que la solution serait dans la tête des hommes en treillis, finalement? Deux choses. La première, Platon, c'est un philosophe moyen. Il est même inacceptable que les Africains étudient des gens moyens comme ça. Faut mieux étudier. C'est un jugement de valeur, ça reste votre point de vue, un jugement de valeur. Non, c'est pas un jugement de valeur, je parle du point de vue scientifique.
ne parle pas du point de vue des valeurs. Si vous vous voulez enseigné à plusieurs reprises. On peut enseigner n'importe quoi. On vous a enseigné. On vous a aussi enseigné qu'avant que les Blancs n'arrivent ici, vous portiez des feuilles de bananier comme habit. On est en train de nous signaler justement que nous avons Donc, c'est un philosophe moyen qui se trompait, surtout qui n'avait pas bien assimilé ses leçons en Égypte, dans l'Égypte antique. C'est la philosophie, la remise en question, c'est normal. Non, je ne fais aucune... on peut aller lire mon mémoire de maîtrise sur le sujet. Il était complètement à côté quand il écrit le Tibet. Effectivement. Deuxième chose, pas du tout. Nous pouvons organiser les États autrement que comme Montesquieu. Nous avions nos façons de faire traditionnelles. C'est ça que le peuple, le bouillonnement populaire là, les gens recherchent ce qu'ils ont, ce qui est atavique, c'est-à-dire lié à leurs ancêtres et qui avait fait la stabilité de leur pays. Malheureusement, lorsque vous venez leur dire Montesquieu, vendeur d'esclaves, et tout le reste, ou Rousseau, vendeur d'esclaves, vous mettez ça, vous essayez de les faire avancer sur cette façon d'organiser les États. Ils ne se retrouvent pas, ils sont perdus. Et c'est ça qui crée tout ce bouillonnement et qui génère, par le fait du chaos ambiant, qui génère ces coups d'État. Que l'Afrique retrouve sa dignité et sa liberté aujourd'hui, vous aurez droit à une stabilité millénaire. Merci beaucoup Yam Timba. Nous parvenons au terme de ce plateau spécial qui a été programmé in extremis à la cause justement de cette tentative, parce qu'il faut bien qu'on soit précis là-dessus, cette tentative de coup d'État avec l'aéroport qui a été bloqué, la radio-télévision burkinabé qui a été bloquée, les routes également, on voit des militaires un peu partout, nous vous disons merci. Vous avez oublié de dire que les forces spéciales ivoiriennes et françaises sont déployées là-bas alors qu'on n'est ni en Côte d'Ivoire ni en France. On en fera un autre sujet de plateau de télévision sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci d'être toujours fidèles à Canal 2 International, la chaîne de télévision des grandes actualités. À très bientôt.